Bien le bonjour et bienvenue à la prescription avec Dr Fréfré Lambert. J'espère que vous allez bien. Ici, c'est merveilleux. Fin de session très intense pour moi avec mes étudiants de l'UQAM et de McGill. Beaucoup de concerts, d'évaluations. Tout le monde est fatigué, mais on s'en sort. Petite réflexion intéressante cette semaine. Je ne sais pas si vous avez suivi les Poissons d'avril sur les réseaux sociaux. C'était intéressant. Hein? Bah, discutable, il y en a qui trouvent ça drôle, d'autres moins. C'est un festival finalement de fausses nouvelles que les gens donnent le 1er avril, des nouvelles très invraisemblables. Et dans le but peut-être de voir des gens y mordre. Et il y en a une intéressante qui est arrivée avec l'Orchestre symphonique de Québec alors qu'ils ont annoncé que Ariane Moffat avait fait l'audition d'alto, oui, mon instrument, et qu'elle s'était rendue comme en deuxième position lors de cette audition-là. Bref, je veux dire, c'est impossible. C'est impossible une telle situation, mais les gens ont mordu. Étrangement, les gens se sont mis à écrire « Félicitations ». Comme c'est merveilleux, et des gens du milieu de la musique, pas classique, mais de la musique plus populaire, mais aussi des artisans tels des acteurs, des animateurs, tout le monde était impressionné par son grand talent. Et dans toute blague, dans toute plaisanterie se cache toujours une cruelle vérité, et celle qui est présente dans cette situation, c'est finalement que les gens, le grand public, mais aussi des gens qui sont sensibles à l'art, n'ont aucune espèce d'idée ce que représente le métier de musicien classique. Une audition, et c'est arrivé à quelques reprises, j'ai eu des invités qui sont des membres de l'orchestre symphonique, et c'est souvent un volet de 15-20 minutes dans lequel ils vont me parler de leur audition. C'est toujours un moment ultra émotif, sensible pour eux, parce que ça représente une épreuve olympique. Je le dis, je le répète, j'ai souvent dit, une audition d'orchestre symphonique, c'est olympien. Ça demande des années et des années et des années de pratique. Il faut commencer à un très jeune âge. Il faut faire seulement ça. Ce n'est pas seulement jouer plein d'instruments un peu. C'est se consacrer à un seul instrument, le maîtriser à un tel niveau, à une telle perfection pour finalement intégrer un orchestre. Et j'ai trouvé ça assez amusant et triste en même temps de voir toutes ces réactions, mais ça m'a amené une réflexion à me dire que peut-être il serait temps justement de lancer, je sais pas, un projet, un film, un article, un truc sur les auditions d'orchestre et expliquer qu'est-ce que ça représente. Peut-être que les gens vont peut-être justement apprécier davantage un concert symphonique pour comprendre que ces gens qui sont sur la scène, bien, c'est la crème. C'est des gens qui ont travaillé tellement fort pour s'y rendre. C'est complètement fou. Bref, il y aura un petit projet sur lequel je travaille en ce moment. À suivre, je vous en parlerai en temps et lieu. Mais tant qu'à parler de musique, mais aujourd'hui, j'ai une invitée avec qui on a parlé justement de d'autres concepts concernant la musique classique et la perception du grand public. Et tout ça a été fait avec la harpiste Valérie Milot. Valérie Milot est une musicienne et entrepreneur qui fait sa voix hors des sentiers battus. Soliste recherchée, Valérie performe régulièrement un riche répertoire concertant avec des orchestres reconnus. Parallèlement, sa chaîne YouTube cumule plus de 3 millions de vues avec ses performances musicales. Ses nombreuses collaborations avec Marianne Lambert, soprano, et Stéphane Tétrault, entre autres, marquent une vaste discographie et de fréquentes apparitions sur scène, à la radio et à la télévision. Valérie est professeure de harpe au Conservatoire de musique de Montréal, en plus d'en être détentrice d'un prix avec grande distinction au terme de ses études avec Caroline Lisotte en 2008. Lauréate du prix d'Europe la même année, elle est d'ailleurs la première harpiste en presque 100 ans à remporter cet honneur. Plusieurs prix se sont enchaînés par la suite, dont Révélation de l'année à Radio-Canada. Valérie joue sur une harpe Apollonia de Salvi, gracieuseté prêtée par l'entreprise Canimex de Drummondville, propriété du mécène Roger Dubois. Voici ma conversation avec Valérie Milot.
ça fonctionne. Ça, c'est ton local? Oui, c'est ici que j'enseigne. 2 pianos. Oui, avant, je dis, c'est un local pour les cours de piano, justement. OK. Puis finalement, ils ont déménagé ça ailleurs. Puis finalement, c'était tellement compliqué de sortir le piano. Ils ont dit, ça te dérange-tu? J'ai dit, ça va. Ça te dérange-tu d'avoir 2 pianos? Okay. Non, puis je le partage avec un prof de chant aussi. Donc, c'est parfait. Tu sais, c'est un beau petit local sympathique comme ça, là. Toi, ça va bien l'enseignement? T'en as pas ça mal? Va bien. Oui, j'ai 5 élèves, puis 4 groupes de musique de chambre. OK. Fait que, ça fait des bonnes journées. Musique de chambre incluant la harpe? Oui, tout le temps. Tout le temps? Oui. OK. C'est sûr que quand il y a de la harpe, là, vu que j'ai comme 4 élèves qui sont en âge d'en faire, fait que là, trouver des groupes pour ça, ça devient un défi. Au conservatoire, là, sentez-vous la diminution, justement, d'intérêt à faire des études en musique? Parce qu'il y a eu comme une crise, quand même, qui est en train de s'établir, là. Je la sens en général, je la sens pas dans ma classe. J'ai un beau problème d'avoir plus de demandes en ce moment. OK. Fait que, je sais pas, j'ai eu peur un peu après la pandémie de ça, mais non, finalement, c'était vraiment pas si pire. Ah, moi, je te confirme. Tu le sens-tu ici? À l'UQAM, oui, il y en a une. À McGill aussi, mais au conservatoire aussi, en passant. C'est sûr que oui, absolument. Mais, à vrai dire, il faut faire attention avec le conservatoire, parce que le conservatoire, il y a les cycles aussi, où est-ce que des jeunes enfants qui s'inscrivent, faut pas mélanger. Moi, je parle de cycle universitaire, carrément, là, d'études, de longues études. Il y a quand même un c'est pas étrange, je veux dire, un étrange désintérêt. C'est pas étrange. Je pense que la pandémie a fait découler tellement d'articles parlant du triste sort des artistes au Québec, mais partout dans le monde, mais particulièrement au Québec. Et je pense que, mine de rien, c'est normal un peu que les parents qui sont en arrière des enfants se disent, ben là, tu as des rêves, mais es-tu vraiment certain? Es-tu vraiment certain que tu veux poursuivre? Puis, donc, on est comme dans un passage un peu bizarre. Et ça m'amène quand même à une des raisons pour lesquelles on se rencontre aujourd'hui pour jaser. Parce que tu t'es comme lancé dans une quête noble, je devrais dire ainsi, celle de défendre un peu l'image que les gens ont de la musique classique. Du moins, essayer de redéfinir un peu ça, puis de discuter. En fait, d'ouvrir une conversation là-dessus, que je trouvais intéressante. Moi, pour être franc, j'ai comme un peu jeté la serviette il y a longtemps sur ce sujet-là. Là, peut-être par découragement, peut-être par expérience personnelle, parce que aussi, j'ai fait un paquet de projets qui étaient vraiment, dont j'essaie de tendre la main au public pour dire, venez, vous allez voir la musique classique, c'est cool. Et finalement, c'est très difficile. C'est beaucoup plus difficile qu'on le pense. Le manque de réponse, tu veux dire? Manque de réponse, puis manque aussi de compréhension, même juste d'essayer, juste de dire, je vais essayer d'avoir un concert, puis de vivre une expérience, puis tout ça. C'est sûr que tout ça, c'est comme un mécanisme, un drôle de mécanisme dans lequel, justement, les médias poursuivent une certaine image de ce qu'est la musique classique. Tu l'as souligné dans un long plaidoyer sur les réseaux sociaux qui a été partagé plein de fois, que je trouvais super intéressant, dans lequel il y avait un article qui avait été fait par Charles-Éric Blais-Poulain, dans lequel il utilisait des termes, justement, désacraliser la musique classique, et essayer de rendre ça plus accessible. Et là, c'est là que toi, tu t'es un peu énervé avec ça, en voulant dire, écoute, pourquoi les gens disent des choses comme ça, alors que, si on va voir dans les salles, il y a plein de projets super cool qui existent. Et toi-même, t'en fais partie de ces gens-là qui essayent, tu sais, mine de rien, tu joues de la harpe, et c'est un petit credo, là, le petit truc. Toi, tu as décidé de faire un paquet de projets qui explorent autant qui inclut du visuel et aussi du répertoire, de la réécriture. Je pense aussi que ça fait partie un peu du deal d'être harpiste. C'est que tu dois, pour développer tes trucs, il faut que tu sois ouverte, justement. Tu peux pas juste prendre les partitions qui sont déjà imprimées, qui existent pour l'instrument. Sinon, c'est un petit truc. Tu savais-tu ça quand tu as commencé en harpe, quand tu as commencé à étudier, tu savais déjà que ça allait être un peu comme ça? Oui, absolument. Même jeune? Oui, les professeurs t'éduquaient déjà à dire, tu sais, Valérie, si tu veux faire de l'art, il va falloir que tu écrives des trucs, il va falloir que tu trouves de la musique, des projets. Ou c'était plus... C'est pas tant à ce niveau-là, c'est plus au niveau de faire que, tu sais, je pense que quand
il y a certains instruments de par leur répertoire qui font que, je pense à Charles-Richard Hamelin, que j'aime beaucoup, qui va faire surtout du concerto, qui va faire surtout du Chopin. Je pense qu'avec un instrument comme le piano, tu peux aller dans quelque chose de plus spécifique, puis ça reste très rare, là, les gens qui arrivent à vraiment faire une carrière sur seulement certains aspects. Mais déjà, quand on choisit un instrument qui est un peu moins commun, comme la harpe, tu n'as pas vraiment le choix de probablement avoir plusieurs cordes à ton arc. Ouais. Mais tu sais, de diversifier un peu ce que tu fais. Déjà, tu sais, avoir une job dans un orchestre, c'est super difficile parce que souvent, il y a une position, puis je veux dire, les gens sont là pour plusieurs années. Donc, tu sais, il faut être créatif de toute façon à la base. Je pense, de toute façon, comme musicien aujourd'hui, il faut avoir une certaine dose de créativité, même si on est un interprète. Oui, sauf qu'il y a quand même oui, mais il y a encore des instruments qui ont le beau jeu, justement, des orchestres, des auditions dans lesquelles tu peux vraiment te donner corps et âme à prendre tes traits puis aller là, puis après ne plus bouger puis faire le truc. Certainement. Mais c'est vrai, moi je le dis à tous mes étudiants, je leur dis, un musicien aujourd'hui, à part des musiciens qui sont membres de l'OSM, tu dois faire preuve de créativité pour vivre comme musicien, carrément. Puis c'est comme un statut qui est très particulier, l'OSM aussi, parce que c'est le seul emploi de musicien dans lequel on peut juste jouer et vivre. Oui, tout à fait. C'est le seul. Puis ça regroupe quoi? 80 personnes, peut-être? Bon, puis et c'est un modèle, alors que tout le reste des autres musiciens sont en train d'enseigner un peu, faire des projets, faire des disques, faire de la tournée, et des fois des petits emplois à côté. Oui, on en a plein d'amis qui font un petit 10 heures semaine. Mais je pense souvent à Éric Champagne, qui est compositeur. Oui, c'est vrai. Lui, il a son petit emploi à la Maison de la Culture Mont-Royal. Puis il dit ça, ça me permet d'avoir l'esprit tranquille économiquement. Puis après, je peux composer avec plus de grande liberté. Puis même, bref, c'est ça. Donc, il faut essayer de faire ça. Toi, as-tu déjà tenté l'expérience symphonique, les auditions, tout ce réseau-là d'auditions, justement? Honnêtement, je me dirigeais pas vers ça. Okay. Je pense que s'il y avait eu des grandes opportunités, si, mettons, la job à l'OSM s'était ouverte quand je sortais du conservatoire, j'y aurais probablement pensé. Aujourd'hui, je pense pas que je le ferais. Mais oui et non. En fait, j'ai fait beaucoup de piges dans les premières années. Maintenant, j'en fais beaucoup moins. Puis, la harpe, ça a un rôle un peu ingrat. Des fois, on joue, on a des superbes partitions, on joue tout le long. Tu sais, j'ai une élève en ce moment qui fait Hansel et Gretel au conservatoire. Tu sais, la partition, la harpe est super présente. Il y a d'autres moments où est-ce qu'on peut jouer 4-5 notes, puis c'est ça, tu sais. Donc, c'est un peu difficile pour ça, Oui, certainement. Donc, c'est certain d'avoir une stabilité, puis d'avoir un orchestre à qui appartenir. C'est sûr que c'est un beau rêve, mais j'étais consciente aussi que c'était pas nécessairement une garantie. Oui, réaliste carrément. Oui, parce que c'est de tomber dans la craque, c'est tomber, être très en forme sur l'instrument au moment que la position est libre et d'auditionner et que peut-être tu vas te rendre en finale pour gagner. On parle toujours du gros travail, il faut travailler fort pour réussir là-dedans, mais il y a quand même sa dose de hasard qui est présente, puis qu'il faut pas non plus ignorer. Je veux dire, ça fait vraiment partie de ça. Puis il y a aussi les heureux hasards de créer des trucs. Tu sais, je pense que je t'avais envoyé dernièrement une harpiste canadienne, Kristane Choiko, que tu connais? Ben oui, absolument. Oui, c'est ça. Et elle, c'en est une super personne qui a décidé de se lancer dans le délire de TikTok et qui aujourd'hui a des millions de following. Mais elle a décidé de jouer du Metallica, des musiques de jeux vidéo, apprendre les commandes, puis elle a fait ça pendant la pandémie, puis finalement, c'est devenu... Puis je lui écrivais dernièrement, j'ai dit là, j'écris, je pense, à tous les 6 mois, je fais, là, c'est-tu rentable de faire ça? Ça l'est-tu? Elle me disait que là, ça commençait, après tout ce temps-là, puis à travailler fort et à faire plein de trucs. Qu'est-ce qui est surtout rentable, c'est qu'est-ce qui vient avec, c'est-à-dire beaucoup d'élèves en ligne qui prennent des leçons. Des gens qui font des dons aussi, ça arrive, des commandes, et des projets qui se présentent ici et là. Mais elle fait aussi du design dans la vie. T'sais. C'est elle qui fait... je savais pas. Elle travaille pour Leaf Music. Et c'est elle qui fait toutes les pochettes pendant toute l'année, le catalogue. Ben, comme un autre emploi, elle fait plein d'affaires. T'sais. Et ça, et je trouve ça admirable. Puis en même des fois, c'est comme... Des fois, les écoles ont une étrange manie de nous mettre dans la tête que
il faut juste se sacrifier à son art et que quand on se met à côté, c'est un peu être défaitiste ou c'est un peu justement une défaite de la délaisser. Je pense qu'au contraire, ça peut... C'est parce qu'il y a une partie de ça qui est importante. T'sais, il faut le faire pendant une certaine période pour atteindre un niveau. Ouais. Mais, puis le maintenir après. Oui, c'est ça. Fait que, Kristen, par exemple, c'est une super harpiste. Elle a gagné le concours de l'OSM là, quand même. Là. Je veux dire, c'est une fille qui a travaillé fort, mais après, de toute façon, quand tu arrives sur le marché du travail, c'est pas très long là, que tu comprends qu'il faut que tu fasses plusieurs trucs différents. Puis que oui, tu peux avoir des opportunités, mais la réalité, c'est que on se diversifie, puis c'est correct aussi, puis on peut se valoriser dans... Mon Dieu, il y a tellement de choses que je fais aujourd'hui que j'aurais jamais pensé faire quand j'étais au conservatoire. C'est fou, hein? Oui, c'est fou. J'imagine que toi aussi. Ah là, ouais. Ben moi, des fois encore même encore. Encore là. Qu'est-ce que je fais? C'est ça. Mais revenons un peu à ton post que tu avais fait sur Facebook. C'est vraiment intéressant parce que ça a engendré une super grosse discussion dans le milieu, du moins. Auprès, tu as eu quelques autres médias qui t'ont invité à venir discuter un peu. Tu sais, c'était partagé 153 fois. Mais ce que j'ai surtout aimé, après toute cette conversation-là, c'est quand les gens ont commencé à proposer des phrases qui étaient, comme on pourrait dire, un peu... typique qu'on entend à plusieurs répétitions, un peu comme la musique classique, c'est pour les initiés. La musique classique, c'est pour les têtes grises. La musique classique, c'est distingué. La musique classique, c'est protocolaire. C'est fait pour relaxer. Et suite à ça, moi, je suis un peu curieux d'avoir... là, c'est des témoignages que tu as partagés, tu sais, publiquement. Oui, j'ai épuré, Tu as épuré un peu. Tu dois encore recevoir un peu par rapport à ça, non? Oui, tout à fait. Oui, ça a engendré plein de discussions avec plein de gens que je poursuis encore aujourd'hui. Puis j'ai fait d'autres publications aussi depuis. Puis je réfléchis encore à d'autres billets, notamment, il y en a un qui est paru dans Le Devoir aussi. Oui. Mais est-ce que quand tu as décidé de te lancer dans ce discours-là, c'était de colère et de frustration? Non. J'ai dit non. Je mentirais de dire qu'il n'y a pas une certaine frustration, mais je suis pas frustrée comme musicienne. Je jouais beaucoup, je travaille énormément. Je me considère vraiment chanceuse. Mais je suis frustrée pas tant pour moi que pour le milieu de la musique classique. En fait, je suis déçue qu'on soit rendu là dans notre société parce que c'était une catastrophe annoncée à quelque part. T'sais. Puis on est tous là dans les médias, les shows d'humour, tout ça. Le public est au rendez-vous, les salles sont pleines. Mais en musique classique, là, on a un sérieux problème. Là. C'est très, très, très difficile de vendre des billets. Il n'y a pas un show que j'ai fait récemment qui était complet, même pas dans les petites salles. Puis, tu sais, fait que je pense à toute la diversité puis les personnes qui font des choses qui ont peut-être encore moins de découvrabilité. Puis ça me choque parce que c'est tout ce qui est démocratisation puis la façon qu'on essaye de casser le moule de ça. C'est une espèce de langage, ça va sembler fort ce que je vais dire, mais qui est populiste. Tu sais, l'idée du populisme en politique, c'est l'idée de dire... Moi, je vous parle à vous, le peuple. Je suis pas comme l'élite à côté qui, eux, ne vous comprennent pas. Moi, je vous comprends, puis moi, je vous offre ce que vous voulez. Fait que les personnes qui sont tassées dans le groupe qui s'appelle l'élite ont deux choix. Dans le fond, c'est toi de se défendre de ne pas être l'élite, mais déjà, quand tu prononces le mot, c'est parce que ça insinue que tu l'es peut-être. Exactement. Ou de juste rien dire puis faire comme c'est pas important. Mais en fait, c'est quand même assez important parce que la réalité, c'est que on n'a pas besoin de démocratiser ça. On n'a pas besoin tant d'éduquer les gens. Il faut faire attention à ce que je dis, dans le sens, pas tant les éduquer sur l'histoire de qu'est-ce qu'ils vont écouter. Tu sais, la musique devrait être... Tu sais, puis même la musique super contemporaine, la musique de Murray Schafer, par exemple. Tu sais, la musique devrait avoir le premier instinct de toucher les gens. Tu sais. Puis à partir de ça, je pense que là où l'éducation a fait défaut au fil des années, c'est qu'on n'a pas appris aux gens à s'intéresser à ça, à se rendre disponible à ça, à avoir une certaine qualité d'écoute, puis à comprendre pourquoi c'est important dans leur vie, tu sais. Il y a aussi le fait que les cours de musique ont été retirés dans de nombreuses écoles au Québec. Oui, puis les cours de musique, ça sert à ça aussi. Tu sais, il ne faut pas se méprendre, là, on veut pas former des milliers de musiciens avec les cours de musique à l'école primaire, mais on développe tellement de choses, tu sais, l'écoute, le sens critique qui va te servir beaucoup aussi même en politique dans ta vie, tu sais. Il y a plein de compétences transversales que la musique, puis là je parle de la musique, je pourrais parler de plein d'autres
domaine d'art aussi. Oui. Mais je me rends compte que la musique classique, on a quand même vraiment un problème qui est très spécifique, qui se trouve un petit peu moins en théâtre ou un petit peu moins dans d'autres arts qui peuvent paraître nichés. Je te dirais quand même qu'en théâtre, ils ont de la misère aussi, là. Ah, certainement. Quand Mais tu sais, il y a je pense qu'il y a comme un travail de plusieurs années, puis aussi de délaissement de place médiatique aussi, qui fait que, tu sais, mettons, à Radio-Canada, je pense que malgré le fait qu'il y a plusieurs émissions qui ont été coupées, ils font quand même un travail important, tu sais, d'avoir une chaîne spécialisée sur audio pour la musique classique, tout ça, il y a quand même un... Mais, tu sais, moi, j'ai une relationniste de presse avec qui j'ai travaillé souvent, qui, quand elle appelle certaines chaînes, que je n'aimerais pas nécessairement, elle se fait carrément dire, nous autres, on fait pas de musique classique. Mais tu sais, nomme-moi une autre forme d'art où est-ce que le média va dire non, nous autres, on couvre pas le théâtre, mettons. Voyons donc. Tu sais, pourquoi ça devrait être absolument... Tu sais, il y a un problème si on est rendu qu'on pense que c'est quelque chose qui est tellement inaccessible qu'on le tasse carrément. Oui, puis c'est vrai qu'il y a... Et c'est vrai que certains médias, puis même pour audio, c'est chouette qui fait ça, mais faut-il encore s'y rendre? Exact, je suis très d'accord avec toi. C'est un autre problème, tu sais, sur les chaînes, les grosses chaînes, on devrait avoir une certaine accessibilité, ou du moins une certaine part ou une petite place qui serait intéressante et c'est vraiment, il faut l'avouer, là, il y en avait un peu dans le passé déjà, tu sais, j'ai déjà écouté, on a l'air des nostalgiques, mais tu sais, j'ai déjà écouté des concerts de l'OSM à la télévision, là, tu sais, je veux dire, puis des trucs comme ça, puis là, et ça s'évapore, c'est plus vraiment présent. Moi, des fois, je suis un peu tiraillé de comprendre pourquoi, où est-ce qu'on est. Il y a la fameuse place participative du public qui je pense, joue une grande, grande partie face au malaise des gens d'aller voir du classique. OK, qu'est-ce que tu veux dire? Parce qu'aujourd'hui, on achète des billets pour aller voir du hockey ou du soccer. Bon, on peut crier, on peut s'exprimer, on peut parler, on peut avoir du fun, c'est cool. Tu vas avoir un show d'humour. Tu as le droit de réagir. Au contraire, ta réaction fait partie du spectacle. Ouais, c'est un show de réaction. Le théâtre aussi, quelque part. Parce que des fois, ça rigole, des fois, ça... Il y a comme un mot d'émotif très clair qui est établi dans ces salles-là. La danse contemporaine, même le ballet et la musique classique, ce sont les seuls dans lesquels on demande aux gens d'être silencieux, pour être attentifs. Et ça, on ne sait plus comment être silencieux. Tu sais, puis il y a quand même un parallèle, je pense, aussi avec l'Église, parce que les gens... il y avait une époque où les gens allaient à l'Église et c'était leur entraînement de silence. Là, oui, c'est ça. Dans lequel il y avait c'était vraiment codé, mais il y avait quand même un long moment où est-ce que le prêtre partait sur une chaire et racontait son truc au milieu qui durait à peu près des fois 10-15 minutes, mais il était obligé quand même d'être silencieux. Et on apprenait jeune à l'être. Et aujourd'hui, les gens n'ont plus le temps à se pratiquer à ça. Donc, c'est très stressant, je pense, pour certains de venir voir un concert. De faire... même amener des enfants. Toi-même, tu l'as fait, t'as amené ta fille, t'as amené Simone voir un concert. T'étais quand même inquiète. Peut-être un peu de direction. On surveille. Oui, absolument. Puis je pense que c'est peut-être un des éléments majeurs à tout ça. Mais tu sais, en même temps, les gens sont super intéressés à faire du yoga, de la méditation. Tu sais, les gens recherchent ça aussi, une espèce de... Tu sais, on est écœuré d'être toujours sollicité, tu sais, tout le temps par plein de choses qui sont un peu hallucinantes tout le temps, tu sais. Fait qu'il y a tu sais, je pense juste que c'est une question de contact fréquent. Tu sais, quand tu disais même juste de voir un orchestre à la télévision, tu sais, il y a combien de personnes qui sont intéressées parce que, tu sais, il y a combien de personnes qui ont un élément déclencheur à ça. Tu sais, ce que je pense que le problème qui s'est installé, c'est qu'en diminuant l'accès à ça, de plus en plus, mais on perd contact justement avec cette réalité-là que pour apprécier cette forme d'art-là. Tu sais, c'est sûr, je veux dire, enlève, mets juste du vin de dépanneur à la SAQ, les gens vont tranquillement perdre le goût pour le bon vin. Là, tu sais, à un moment donné, c'est un entraînement aussi de... Puis, tu sais, de faire confiance aussi à l'intelligence des gens. Tu sais, je pense que souvent, les médias sont...
My God, moi, je suis débranchée du câble, là, justement, à cause de ça. Là, je trouve tellement que... Ça fait longtemps? Oui, ça doit faire... Mais en fait, depuis que je suis à Montréal, fait que ça fait au moins 5 ans. Quand tu dis débranché, c'est-à-dire que sur ta télévision, il n'y a pas de poste. Il n'y a pas de poste. Ouais. Non, moi, je sélectionne ce que je veux écouter, puis j'écoute beaucoup la radio, maintenant, pour voir qu'est-ce qui se fait. Moi, c'est la même chose. C'est la même... On a une télévision pour mettre des films, mais on n'a pas de poste. Pourquoi t'as pas le câble? Ah, parce que j'ai aucun intérêt. Voilà. Peut-être parce que ça me parle pas. Ben exact. Qu'est-ce qu'on considère, mettons, grand public qui est diffusé sur les chaînes généralistes? Moi, j'ai l'impression qu'on me prend pour quelqu'un qui réfléchit pas beaucoup, là. Puis je trouve ça plate, tu sais. Puis ce que j'entends souvent, c'est oui, mais moi, mettons, j'en viens de travailler, j'ai pas envie de me forcer, tu sais. Mais attends, pour que ça se soit installé, il faut quand même qu'on n'ait pas valorisé ça aussi. Puis tu sais, je parle pas de se forcer intellectuellement, c'est juste d'accepter que, mettons, si tu consommes une œuvre musicale, même si tu t'intéresses à n'importe quoi qui est par rapport à la culture générale, tu sais, ton émotion première, ça sera pas nécessairement absolument juste rire ou avoir du fun. Tu sais, ça se peut que quelque chose t'ébranle, ça se peut que quelque chose te fasse réfléchir, ça se peut que quelque chose te fasse pleurer, puis que ça soit aussi bénéfique pour toi. Ça se peut que quelque chose te fasse réfléchir ou te donne une perspective historique sur quelque chose d'autre. Tu sais, à un moment donné, si on cultive pas notre cerveau, on va finir par... je sais pas si tu as vu le film Wall-E, là. Tous les êtres humains branchés qui mangent par intraveineuse. À un moment donné, on a plein de domaines où est-ce qu'on tripe à découvrir de nouvelles choses, comme en gastronomie, puis tout ça. Je pense qu'en culture, la place est là. Puis je pense que le problème, c'est pas les gens. Je pense que le problème, c'est vraiment les médias. Puis il y a des chaînes comme Radio-Canada qui se font beaucoup dire « Oui, mais là, c'est payé avec nos taxes, non. » Fait que ces gens, ils ont un certain devoir, même si, bon, il y a eu beaucoup de recul sur plusieurs choses, comme on en parlait, mais tu sais, je pense pas que, mettons, TVA puis Novo ont moins nécessairement de devoirs envers la population. Tu veux dire, quand je trouve que d'avoir une voix publique, c'est quand même un privilège, puis il y a un certain devoir envers qu'est-ce que tu vas diffuser, tu sais. Ouais. Puis qu'à un moment donné, si tu fais juste diffuser des trucs complètement vides ou, tu sais, hyper redondants, avec super gros de publicité tout le temps, tu sais, à un moment donné, il y a quelque chose que tu n'accomplis pas comme mission, puis tu sais, ça peut pas être juste mercantile, ça peut pas être... Là, c'est sûr que je pars sur des grosses utopies, là, mais tu sais, ça peut pas être toujours juste relié à l'argent, puis surtout pas la culture. Surtout pas. Parce que qui aurait accès, mettons, à une symphonie de Mahler, tu sais, avec plein de musiciens sur scène, ou tu sais, ça coûte extrêmement cher à produire. Est-ce que ça devrait vraiment coûter 2000$ par billet pour aller voir ça? Parce que, tu sais, il faut que... Tu sais, il y a un certain devoir de société, je trouve, pour rendre la grande culture, puis, tu sais, tout ce qui est éducation accessible, tu sais. Oui, puis mais là, le défi est immense. Tu disais justement pourquoi TVA, pourquoi pas ces postes-là, mais ces postes-là vivent de publicité. Je veux dire, c'est tellement... Puis si ton émission... il attire pas assez le regard, mais il n'y a pas de publicité. C'est tout un... Oui, mais c'est pas non plus des institutions qui sont zéro subventionnées puis qui n'ont pas d'avantages sociaux. Ils ont quand même une certaine place politique favorable. Quand même, oui, non, je suis d'accord. Mais tu sais, avec toutes les... Je sais pas si tu as vu dernièrement les coupures qui ont eu à TVA, là, ils ont coupé comme... Ils ont coupé, je sais pas, je pense... Je veux pas m'avancer avec des faux chiffres, mais ils ont fait des grosses coupures, entre autres Cube, l'application de musique québécoise qui est retirée. Wow. C'est vraiment dans du créatif qu'ils ont coupé. Okay. Et là, il y a plein de pigistes qui sont à la recherche. Ben, c'est un peu... C'est triste. Là, oui, vraiment. Puis, et même eux le font dans ces coupures-là. Ben, on va... Et nous, on veut essayer de réclamer un peu plus de musique classique. Moi, je nous trouve drôle un peu quelque part parce que j'aimerais, ça serait cool, mais il y a quand même aussi encore une idée un peu utopique. Encore une fois, j'essaie toujours de me demander c'est quoi la meilleure façon. Tu sais, il y a eu cette époque-là, je sais pas si tu l'avais fait dans le temps, Faites vos gammes avec Angèle Dubois. Non, je l'avais fait trop jeune, oui. Moi, j'étais allé à un enregistrement, je pense que ma sœur avait participé. Ah oui. Tu sais, ça avait été quand même une vitrine à l'époque qui avait été super positive. Absolument. Puis ça a duré quand même un certain temps. C'est ce genre de truc-là, je pense, qu'il nous faut. Là, c'est quelque
quelque chose qui va donner un peu le goût d'entendre, de voir aussi l'évolution avec les jeunes. Les jeunes, c'est vraiment... C'est le gros investissement, c'est les jeunes en ce moment-là. Mais c'est l'éducation. C'est l'éducation. D'avoir accès à l'éducation de qualité. Je veux dire, déjà, imagine un monde où est-ce que les profs sont bien payés, puis qu'enseigner, mettons... pas juste la musique, mais tout. Enseigner à l'école primaire, c'est comme inversement proportionnel à aujourd'hui, mettons. Maintenant, c'est enseigner à l'université qui est comme prestigieux. Mais la réalité, c'est que c'est les enfants, comment t'es part dans la vie qui va faire la grosse différence sur le après, t'sais. Fait que, imagine un monde où est-ce que ça, c'est gratuit, où est-ce que peu importe d'où tu viens, tu vas avoir accès à toute cette culture-là. Puis après, tu pourras, explique-moi pourquoi t'aimes pas ça, mettons, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, une symphonie de Beethoven, explique-moi pourquoi, puis je vais respecter ton choix. Mais fais pas juste me dire j'aime pas ça parce que je comprends pas. C'est ça que je trouve vraiment dommage. C'est l'esprit critique qui est pas moi, je vais te lire quelque chose que j'ai trouvé assez intéressant. C'était Laurent Patnaud, que j'aime bien, qui travaille au Violon du Roi, qui t'avait écrit un message public que j'avais vu, puis il disait une chose me semble assez importante, je le cite. La musique classique, c'est tellement vaste, des siècles de musique, qu'on peut très bien en détester des pans entiers. Oui. Il y a d'excellents musiciens qui n'apprécient pas telle ou telle esthétique et en adorer d'autres. Il est donc normal qu'il faille parfois s'essayer à différents types de répertoires pour en trouver qui nous rejoignent ou nous touchent, sans compter, bien sûr, tout le travail si diversifié des interprètes. Bref, on est face à un si vaste océan qu'on ne peut qu'en apercevoir une minuscule partie à la fois, mais quel fabuleux voyage il nous offre. Et c'est vrai, ça c'est un truc sur la musique classique. Puis j'aime bien la conversation, des fois j'en rencontre des gens, j'ai un super copain que lui, passé Bartók, après Bartók, c'est difficile pour lui. OK. Bon, puis, il est quand même... Mais il a identifié ça, c'est fantastique. Ouais, il est partant. Shostakovich, il trouvait ça un peu bizarre dernièrement. Il en a écouté, il a trouvé du bon. Mais lui, son cœur, il va vers Rameau, par exemple. C'est là qu'il y a du plaisir à écouter de la musique, puis à comparer les enregistrements, les versions, tout ça. Et donc, c'est vrai que la musique classique, juste ce mot-là, on imagine un paquet de trucs, mais c'est gigantesque, en fait. Absolument. Puis, tu sais, plein de formes d'art, le son, la littérature aussi, par exemple, la peinture, tu sais. Je veux dire, si t'aimes la peinture de la Renaissance, ça se peut que t'aimes pas beaucoup le cubisme, là, tu sais. Puis c'est pas grave. Tu peux t'intéresser beaucoup plus à tel ou tel courant, mais pour pouvoir t'intéresser, il faut que tu saches que ça existe à la base, tu sais. Fait que c'est vraiment juste ça, je trouve, le problème. Puis, donc, il est profond, oui, mais il concerne pas mal plus tout le monde que juste nous en musique classique. T'sais. Moi, quand je te parlais, j'ai fait des tentatives de rapprochement. Même mes tentatives de rapprochement, c'était surtout avec Molinari. Parce qu'on a fait des concerts avec des collaborations avec des artistes, je dis pas, mais des artistes d'un autre horizon, plus chantés, on pourrait dire. Voilà. Comme Philippe B, mettons. Exactement. Et la tentative était le fun parce qu'on disait, j'étais naïf, mais je me disais, ça va être le fun, on va faire un truc, on va avoir des instruments, puis à travers ça, on va essayer une pièce de musique, de répertoire pendant la soirée. Bon, on avait fait avec Philippe B, je pense, on avait fait La Jeune Fille et la Mort, avec... on avait intégré... Wow. Okay, mais premier mouvement, là, pas toute la pièce. Avec Philémon Simon, on avait mis une pièce de Webern. Nice. Après, on avait fait Pierre Laporte, on a fait un quatuor de Philippe Glass. Bref, on avait essayé ces tentatives-là, puis on disait, puis je disais, vous allez voir, je suis sûr que les gens vont être curieux, ils vont revenir voir. Puis honnêtement, pas vraiment. Les gens... dans le sens qu'ils n'ont pas suivi après dans vos concerts de Molinari. Après, je me disais, puis même dans les programmes, je me suis dit, on annonçait. Dans ces concerts-là, on annonçait nos futurs concerts, puis tu sais, on n'a pas vraiment... Il n'y a pas eu de... Je pense pas que c'est ça qui fait que ça va attirer le public, en effet, mais je trouve l'exercice vraiment intéressant, par exemple. Tu sais, il y a une compagnie qui fait des concerts jeunesse, là, qui s'appelle Les Petits Mélomanes du dimanche. J'allais voir ça quand j'étais au BIC à Rimouski l'été passé, puis j'étais avec ma fille Simone, justement, qui avait 6 ans à l'époque. Puis... en fait, c'est comme 2 personnages qui évoluent sur scène. C'est assez épuré comme mise en scène. C'est super intelligent. Puis un grand-père qui joue en fait, du Britten tout le long. Mais il s'exprime avec son violoncelle. Il parle jamais, mais il parle avec son violoncelle. Mais sauf que les gens ne savent pas, mais ils écoutent du Britten quand même tout le long. Ma fille était sur le bout de sa chaise. Elle riait, elle criait, elle était triste. Fait que, tu sais, je pense profondément que cette musique-là est accessible. Puis, tu sais, ce que t'expliques,
les incursions dans d'autres genres, je pense que c'est sain de le faire, puis c'est nourrissant pour nous comme musiciens. Puis eux autres le font aussi, tu sais, je veux dire, ils s'invitent à l'Orchestre symphonique de Montréal ou à... Tu sais, puis c'est bon, on s'en se cachera pas qu'il y a quelque chose qui va aider à remplir les coffres peut-être aussi pour ces institutions-là. Oui, mais moi, oui, continue après. Mais c'est juste que je pense pas que c'est ça qui va faire que les gens vont s'abonner après à l'OSM. Non. Mais c'est quand même intéressant, puis ça fait en sorte que les gens savent qu'on est là, mais le travail de fond qui va faire que les gens vont finir par acheter des billets ou vont se rendre à des concerts qui sont gratuits. En passant, il y en a vraiment plein, surtout sur l'île de Montréal. Ah oui. C'est vraiment juste parce qu'à un moment donné, ils savent que ça existe. T'sais, moi, je joue de la harpe parce que mes parents m'amenaient à l'orchestre symphonique. J'étais super chanceuse. Là. On était abonnés comme famille. Donc, moi, quand j'ai voulu changer d'un autre instrument, j'avais cette palette-là. J'aurais pu choisir le basson. J'aurais pu choisir quoi avant? Du piano. OK, tu joues le piano. Donc, c'était possible, mais c'est parce que j'étais exposée à ça. J'aurais pu, si j'avais voulu devenir peintre, parce qu'on allait au musée souvent, oui, j'aurais pu devenir une médecin abonnée à l'orchestre symphonique, tu comprends? C'est vraiment parce que... Comme ça arrive fréquemment, on pense. Oui, exactement. Mais là où moi, je ressens beaucoup d'injustice, c'est que moi, j'ai eu cette chance-là. Puis j'en ai fait des ateliers dans des écoles défavorisées, puis de voir des petits bouts de choux qui ont les yeux grands, écartillés devant la harpe, qui sont super impressionnés. Ça impressionne pas tout le monde, tu l'as dit. Tu sens vraiment qu'il y a des gens que ça touche, puis je vois le regard que j'avais. Ouais. Mais pour toutes sortes d'idées préconçues, ils n'arriveront jamais à avoir accès à ça. T'sais. Même s'il y a des programmes, même si tu peux aller au conservatoire, avoir accès à des cours vraiment pas chers, d'éveil musical, il y a un chemin qui se fait pas parce qu'il y a cette espèce de sentiment-là que c'est inaccessible qui perdure tout le temps puis qui est maintenu. Puis je pense que justement, tu sais, je chialais à propos de cet article-là dans la presse, mais c'est arrivé pas longtemps après aussi, tu sais, avec un autre article. Une entrevue avec Jean-Michel Blais. Ben oui, puis tu sais, le titre étant Décoincer la musique classique, moi, ça m'a fait capoter. J'ai comme, ben voyons donc, depuis quand c'est coincé? Tu sais, je veux dire, je vais en voir plein de concerts. Jamais, j'ai l'impression que c'est... Tu sais, il y a du monde en pop qui sont coincés, là. Je veux dire, c'est pas une question de le genre est comme ça. Tu sais, c'est vraiment... Je trouvais que c'était aberrant qu'on puisse... En fait, le problème, c'est pas tant qu'on l'écrive, c'est qu'on pense que c'est correct de l'écrire puis que tout le monde va penser ça, tu sais. Et que c'est unanime. Oui, alors que ça l'est pas du tout. Tu sais, les réactions que j'ai sont dans mon petit public à moi qui est à peu de 4800 personnes sur Facebook. C'est des gens qui sont déjà un peu vendus d'avance ou il y a une petite portion de gens qui m'ont découvert à quelque part, mais ça reste que je parle aussi à un public qui comprend ce que je dis, mais tu sais... de toute façon, moi, je suis curieux de savoir c'est quoi ça veut dire coincer. Tu sais, j'ai comme un peu de la... Je ne comprends pas nécessairement bien ce mot-là. C'est quoi coincer? C'est quelqu'un qui fait son truc sur scène et qui n'est pas extravagant? Tu sais, mettons, moi, des fois, j'essaie de comprendre juste la base des dires. Tu sais, c'était ça, c'était un bel hiver à décoincer. Ouais, c'est comme si on est sérieux, on fait notre truc. Est-ce mal d'être sérieux dans ce qu'on fait? Tu sais, c'est-tu normal que t'aies pas envie de raconter une joke avant de jouer La jeune fille et la mort, mettons? Tu sais, ça se peut qu'il y ait une question de contexte aussi, tu sais, mais alors qu'il y a d'autres œuvres, tu sais, où est-ce que ça porte... Puis tu sais, je veux dire, on a tellement d'exemples de gens pas coincés, super accessibles, tu sais. On peut nommer Yannick Nézet-Séguin, on peut nommer Nicolas Ellis, Mélanie Léonard. Tu sais, là, je parle juste de chefs d'orchestre. Mais après, tu sais, je veux dire... Ben, c'est surtout comme parce qu'ils sont en avant-plan, on les connaît, mais tu sais, justement, Yannick, est-ce que Yannick est coincé? Ben là, tu sais, il était à Tout le monde en parle dimanche, tu sais, avec du vernis, ses ongles, puis tu sais, je veux dire, c'est le gars le plus accessible à la planète, puis tu sais, tu l'as rencontré sûrement. Non, c'est ça, je comprends. C'est ça, j'ai un peu de la misère, moi aussi, à comprendre comment est-ce qu'on arrive avec ça. Est-ce que c'est un regard poussiéreux qu'on regarde une autre école? Oui, certes, c'est vrai, il y a quand même peut-être eu une époque où est-ce que les gens étaient peut-être plus sérieux, mais ce milieu-là a évolué aussi avec le temps. Tu sais, des fois, c'est comme si on reste vraiment imprégné, peut-être parce qu'il y a des bustes, peut-être parce qu'on regarde les posters de Beethoven du passé, où est-ce que c'était des portraits pas rigolos. Ou, mais le cœur à la blague est là, hein, quand même, mine de rien. Les gens veulent se sentir qu'ils ont droit au rire, quand même. Comme, absolument. Mais oui, je trouve tellement les gens ouverts puis accessibles. Tu sais, en ce moment, je te dirais,
ma seule frustration, c'est vraiment l'accessibilité par rapport au concert que je fais. Je trouve qu'il n'y a pas de mauvais public. Puis même quand il y a 30 personnes dans la salle, je fais toujours des rencontres extraordinaires. Puis je suis toujours impressionnée à quel point les gens sont facilement touchés. Tu sais, par exemple, ce que je fais beaucoup en ce moment, c'est des concerts avec Marianne Lambert, qui est soprano. On a fait faire une mise en scène des textes par Isabeau Poulemire. Puis on a décidé de ne pas aller dans... Tu sais, on a ce réflexe-là, des fois, en musique classique, de comme parler d'histoire de l'œuvre, tout ça, ce qui est noble. Mais là, on s'est dit, on va faire confiance parce que les gens vont vivre. Donc, tu sais, on se confie un peu sur notre vie. Bon, il y a comme une espèce de ligne thématique. Mais, entre autres, dans ça, je joue une pièce de Caroline Lisotte, qui est mon ancien professeur, puis qui est une pièce, donc, d'esthétique contemporaine. On va se le dire quand même, c'est pas du Schubert, maintenant. Puis, je fais juste parler, c'est une pièce qui parle d'une mère avec son enfant, tu sais. Puis, je fais vraiment une introduction qui parle juste de moi, comment je me perçois par rapport à ma fille puis ma mère. Puis c'est 3-4 phrases, là, tu sais, qui sont juste pour associer les gens qui ont un lien avec ça. Tu sais, on a tous eu une mère, on est peut-être une mère ou un père, tu sais, on a tous un lien avec la paternité et maternité. Puis c'est la pièce dont on me parle le plus après les shows, tu sais. Puis ça reste une pièce d'esthétique contemporaine, tu sais, qu'on pourrait juger inaccessible. Mais il y a une narration. Il y a une narration claire que tu établis. C'est ça. Puis il y a une confiance aussi à faire aux gens, tu sais, de se dire, tu sais, tu vas vivre des émotions. Puis c'est pas, tu sais, c'est des émotions, des fois, ça peut être quelque chose qui est super touchant pour toi, qui t'amène, ou tu sais, même qui t'amène un certain désespoir, mais tu sais, c'est pas mal non plus d'avoir... de vivre toutes sortes de choses différentes. Puis je pense que ça nous enrichit vraiment comme être humain. Puis tu sais, c'est ce que je souhaite à tout le monde. Puis c'est là où ma frustration réside plus dans le fait que moi, j'ai cette flexibilité-là mentale. Tu sais, j'ai ces portes de sortie-là, de pouvoir me ressourcer dans la culture, me ressourcer en me cultivant moi-même parce qu'on m'a appris à le faire. Mais alors qu'il y a plein d'autres êtres humains qui se retrouvent désespérés, seuls, de ne pas avoir accès à ça, tu sais, de ne pas avoir accès à ce développement de soi. Là, mais c'est pas parce que tu dis sur l'espèce de façon que tu as souligné justement avec quelque chose qui est plus personnel sur scène. C'est sûr que les gens vont s'associer à ça. Je pense à cet automne, j'ai fait un show avec un concert avec Molinari et René Lucier. Et René Lucier est venu, il faisait à l'intérieur de ce truc-là, on a fait du Mozart, on a fait du Barber, puis au milieu, René venait raconter un truc, puis c'était un truc qui se racontait en jouant en même temps. Puis c'était René Lucier qui est capable d'aller dans toutes sortes de zones étranges. Puis c'était parfait. C'était parfait. C'était bizarre. C'était bizarre comme pour des gens qui sont pas habitués à ce genre de truc-là. Moi, ça va. Mais il a terminé de jouer, puis c'était tout, dans la salle, beaucoup de gens pas initiés à ça ont adoré. Là, donc, il y a toute cette façon-là. Peut-être qu'on devrait porter plus d'attention, justement, à la façon d'introduire les pièces. Soit nous, dernièrement, avec Molinari, on fait en concert, Olga, premier violon, elle fait des espèces de présentations formelles, mais un peu informelles aussi, dans laquelle c'est assez souple dans la forme, puis ça force d'admettre que ça amène une plus grande connexion avec le public pendant la performance. Elle envoie toujours un ou deux détails forts dont les gens restent super attentifs pendant toute l'écoute. Donc, des fois, il suffit rien que ça. Il suffit de juste mettre ça comme de cette façon-là, puis ça peut aider. Peut-être que les notes de programme, c'est un peu fini, ce truc-là. Je sais pas. Des fois, je me demande. Mais on est quand même... Moi, ce que je trouve, c'est quand même la musique classique, justement, malgré tous les préjugés, c'est quand même un des milieux qui est les plus game, dans un sens, à essayer des choses, puis à se modifier avec tout le mouvement inclusif qui est sorti il y a quelques années maintenant. Je pense qu'être parmi les premiers à se positionner puis à modifier des trucs, c'était en musique classique, devant bien d'autres formes d'art. Absolument. Puis mais ça, on le dit pas publiquement. C'est ce que je trouve un peu déplorable. Là. Non, puis tu sais, pour que je veux revenir sans cesse à cet article-là de la presse là, qui est paru à Noël en passant. Mais tu sais, ce que je trouve plate, c'est que je me dis, hey, il faut vraiment pas savoir ce qui se fait dans notre milieu pour penser, tu sais, que c'est quelque chose d'inaccessible, tout ça, ou comment je pourrais dire, de quelque chose qui est pas varié ou, tu sais, qui est un peu statique, parce que, mon Dieu, qu'il y a des choses extraordinaires qui sont faites, là, tu sais, mon Dieu, je pense à, mettons, le CM, là, qui avait
plein de trucs avec des projections, bande dessinée à m'amener. Je fais juste pointer des projets en particulier, mais c'est vraiment comme tu soulèves une roche, puis il y a tellement d'affaires qui fourmillent. Il y a une offre incroyable, culturelle, mais limite trop moi j'irais presque j'irais là parce que des shows il y en a, comme tu disais, il y en a une tonne, il y en a une tonne gratuit. D'ailleurs on devrait mentionner c'est quoi ces shows gratuits pour que les gens comprennent ce qu'on veut dire, mais tu sais les shows de maison de culture par exemple, ça il suffit de s'abonner, d'aller en ligne avec votre carte de bibliothèque et honnêtement, vous n'avez pas un rond, là, puis vous voulez voir des choses, tout est là. Ouais. Tout est là. Puis des super prods, souvent qui ont été faits, disons, il y a un an et demi, de théâtre, des fois même 2 ans, des concerts qui ont été produits justement pour des festivals, tout ça. Puis maintenant, ils font une espèce de tournée de ces lieux de culture qui sont extraordinaires. Je veux dire, que le jour qu'on va perdre ça, on va perdre quelque chose d'immense. Là, je veux dire, c'est vraiment un rendez-vous. Moi, dans mon cas, quand même, je veux dire que c'est souvent pas mal plein. Il y a les habitués sont là. Oui, parce que vous avez construit une relation de confiance aussi avec votre public. Peut-être, mais non, mais je pense aussi parce que les maisons de la culture font un sacré boulot. Là, tu veux dire, dans les maisons de la culture? Je parle des maisons de la culture, oui, je parle de ça. Puis parce que c'est gratuit. Puis parce que c'est gratuit aussi. On va se le dire. Là. Ben ouais. Mais oui, aussi, c'est un bon signe de... c'est pas parce que les gens veulent pas en consommer la culture aussi, c'est parce que, puis en plus, on s'en va dans une période économique difficile, là, donc on s'imagine bien que un concert d'orchestre symphonique à 120$ le billet, ça va peut-être s'ouvrir rapidement. Oui, mais en même temps, on est capable de s'acheter des billets à 500$ pour Madonna. Oui, on prend l'avion pour aller à Las Vegas pour aller écouter Adele, là, fait que donc, on est capable. On est capable quand même, c'est pas mais ça pourrait devenir élitiste si c'était juste accessible à des gens qui ont beaucoup de moyens. C'est là où je trouve que c'est dangereux. Madonna, c'est élitiste. Ben oui, absolument, c'est vrai. Dans mon livre, aller voir Madonna, c'est élitiste. Aller voir une game de hockey, c'est élitiste. C'est super élitiste, oui. Économiquement. Oui, mais tu peux l'écouter sur le câble. Oui, c'est vrai. Mais tu peux écouter Madonna en ligne, tu peux avoir accès à plein de trucs. Oui, mais je suis, tu as raison, on a tendance à vouloir... en vouloir tellement, que les gens... regarde, Bruce Springsteen s'en vient à Montréal le 20 novembre. Et là, lui, il veut faire... C'est un nouveau truc là, pour éviter les reventes de billets. Il fait un truc dans lequel tu t'inscris pour être... Tu t'identifies comme un fan, donc tu ne feras pas de revente, puis c'est comme, je pense, un nombre limité de billets que tu peux demander. Là, tu te mets sur une liste pour pouvoir acheter des vrais billets pour aller voir le show qui vont ouvrir bientôt. Ces billets-là, moi, je suis allé voir un peu sur Internet, ça disait qu'il y en a qui... Ils prédisent qu'il va y avoir des billets qui vont aller jusqu'à 10 000 pour non, mais c'est ça. C'est incroyable. Puis des billets, dans le fond, ça va coûter une fortune, apparemment, à aller avoir accès à cette tournée-là. Puis je disais ça, puis j'étais comme, wow, OK, c'est... Et c'est ça. Et là, après, on parle que nous, on demande bien de l'argent. Moi, c'est pour ça que je trouve ça un peu étrange. Tu sais, moi, quand j'étais étudiant à McGill, aller voir l'orchestre symphonique, on le faisait toujours 2 soirs. On faisait les vendredis puis les samedis. Les concerts, les programmes étaient 2 soirs. Puis c'était 10$ le billet. Donc, le cinéma était déjà rendu à 11 ou 12$, 11,50$ les billets, parce que ça coûtait moins cher qu'aller au cinéma. Puis c'était toujours plein. C'était plein à craquer. Puis dernièrement, parce que j'avais des étudiants, j'étais allé les voir jouer. Puis c'était un soir, puis il y avait... La salle n'était pas pleine du tout, là, tu sais. Donc, il y a quelque chose qui est déserté dedans pour ce type de truc-là. Oui, les gens sortent peut-être moins. Oui, ça, c'est clair, profondément. Mais économiquement, ils décident, ils vont ailleurs avec ça, tu sais. Absolument, oui. Moi, c'est ça que je trouve que je trouve quand même confrontant, on va dire. Oui, mais tu sais, c'est je suis toujours un peu ambiguë sur le côté mercantile, tu sais, de la culture, le fait que ça devrait... Puis c'est ça qui est notre problème aussi pour les gens qui sont vraiment extérieurs à notre milieu. Ils disent, oui, mais ça vend pas, ça devrait pas exister, tu sais, les gens qui sont contre la subvention des arts. Donc, si t'es populaire, t'as le droit d'exister. Si t'es pas populaire, tu peux pas exister. Oui, mais si ça avait été la norme tout le temps... on n'aurait aucunement la richesse culturelle qu'on a aujourd'hui. Là. Je veux dire, puis même avec de la relève, ça devient même pas... je veux dire, pourquoi on investit dans nos écoles pour former des artistes? Pourquoi on investit dans les universités, le conservatoire, tout ça, si on n'est même pas capable de leur offrir vraiment du travail après? Tu sais, là, par contre, tu viens de nommer quelque chose de gros. Oui, en effet.
que j'oserais pas dire, mais oui. Pourquoi former les gens s'il n'y a pas de boulot après? Oui, exactement. Puis, tu sais, donc, je reviens à la responsabilité sociale. Tu sais, ça reste... je demeure convaincue que les grands médias de masse ont quand même une responsabilité sociale d'ouvrir, de donner accès. De donner accès à de la culture, à de l'information pertinente aussi. Puis ça ne concerne pas juste la culture, mais tu sais, je veux bien... Il y a une raison pour laquelle OD, ça pogne autant à la télé aussi. Là. C'est parce qu'à un moment donné, on a installé ça aussi, là, l'espèce de... On devient de plus en plus... inhabitués à avoir du contenu, tu sais. Puis les gens qui ont vraiment le goût d'avoir du contenu, mais tu sais, c'est ça, ils vont trouver leur voie puis ils vont aller la chercher. Mais je trouve que c'est se déresponsabiliser beaucoup comme média de pas se dire, ben je vais garder au moins un pourcentage, tu sais, où est-ce que là, je vais donner une... Puis tu sais, pas à 2 heures du matin quand personne écoute, là, tu sais, vraiment à heure de grande écoute, à un moment donné, il va y avoir de quoi. Puis au pire, que ça soit pour la jeunesse, tu sais, diffuse un concert d'orchestre symphonique pour les jeunes, tu sais, ou diffuse une pièce de théâtre. Mais en même temps, oui, je suis d'accord, mais l'affaire, c'est que c'est aussi à redéfinir qui écoute la télé, t'sais. Parce que, comme on l'a dit tantôt, toi puis moi, on n'est pas branchés. T'sais. Non, puis on est familles. rendu dans une zone problématique, donc il faut, je pense, donner des coups de volant. Oui, c'est ça. C'est pas, on peut pas se baser sur les codes d'écoute. T'sais, même juste dans notre milieu, mettons, tu vas enregistrer un disque, tu le sais, là. Tu sais, tu fais une demande à Musique Action, il faut que tu dises combien tu as vendu de tes anciens disques, puis ça devient comme un critère. OK, oui. moi, ça, je suis pas rendu là. Ça devient encore. comme ça devient influent dans Moi, toutes mes demandes que j'ai faites à mon nom, Musique Action ont été refusées. Mais tu sais... à cause des ventes. Ben oui. Puis tu sais, je veux dire, y a-tu quelque chose de plus illogique? Le nombre de ventes de disques, en plus, t'es en chute libre. Puis tu sais, c'est pas... le problème, c'est vraiment juste parce qu'on est en train de changer de médium. Puis c'est... Mais de valoriser quelque chose parce que c'est mercantile, valoriser trouver la valeur artistique de quelque chose parce que ça vend. Dans notre monde, on délaisse la culture dans les écoles depuis des dizaines d'années. C'est vraiment un gros problème. Mais c'est un peu... Ouais. Oui, je suis entièrement d'accord, mais tu sais, comme tu le dis, Musique Action, ça, je savais pas. Je peux l'apprendre, parce que j'ai même pas appliqué... J'ai pas fait de disques dans le passé, j'ai pas eu à être confronté à ça. Si tu t'inscris à Factor, mettons, il faut que tu donnes tes relevés de vente de disques. C'est toutes les institutions qui sont mais la reliées disque au aussi, non? gouvernement. Le disque, quand tu proposes ton disque, je pense qu'il y a un haut pourcentage de la note de voter pour un disque et c'est les ventes. Basé sur les ventes. Mm-hmm. C'est facile de falsifier des ventes aussi aujourd'hui. Je veux dire, je m'embarquerai pas là-dedans, mais je veux dire, c'est déconnecté de la réalité. La valeur artistique de quelque chose, aujourd'hui, ne peut pas se calculer là-dessus parce qu'on n'a pas investi dans l'accès. Mm-hmm. Donc, si on n'a pas investi dans l'accès, on continue comme ça, on va se ramasser juste avec 2-3 chanteurs populaires, ça va être toujours les mêmes. Là, on a besoin de variété, on a besoin de s'épanouir comme être humain. Puis moi, j'espère une diversité culturelle pour justement donner des outils aux citoyens pour être des meilleurs citoyens, pour avoir plus de sens critique, pour avoir plus pour réfléchir. Je suis entièrement d'accord. Écoute, là, on va prendre une petite pause de ce sujet-là parce que je vais quand même parler de tes sujets. Oui. Si tu veux bien, toi, tu as quelque chose... là, tu as quelques trucs qui sont là en même temps. Tu avais ton truc avec Marianne Lambert. Oui. Mais là, ces temps-ci, on te voit beaucoup aussi avec Stéphane Tétrault. Est-ce que tu peux en parler un peu? Tu parles de mon projet de transfiguration? Oui. Ça, c'est un show qui implique beaucoup d'art numérique, en fait. Qu'on a parti en mai dernier. C'est une production assez importante. Puis c'est essentiellement la musique canadienne. OK. Donc, notre idée, justement, c'était ça, d'offrir un écrin à cette nouvelle musique parce que c'est quelque chose qui est vraiment de plus en plus important dans ce que je fais. Là. D'ailleurs, on vient de faire aussi une création d'un concerto, double concerto pour violoncelle de Denis Goujon. Très bien, très bien. Puis, j'ai d'ailleurs été très surprise par la réaction du public qui était vraiment enthousiaste. Puis je trouve ça vraiment pas surprenant encourageant. Parce que Denis écrit bien. Là. Oui, c'est quelqu'un qui est très doué. Oui. Je peux dire en termes de compromis, mais je pense qu'il comprend c'est quoi le public général. Il comprend aussi c'est quoi le milieu de la musique contemporaine. Puis il est super honnête avec une espèce de lyrisme. Je pense qu'il est assez présent dans son écriture. Je pense qu'il aime ça
unir le monde. Il veut pas, c'est pas un homme de conflit, Oui, on va tout dire. à fait. Non, mais c'est vrai, puis C'est vrai, ça t'as paraît dans sa musique aussi. Oui, tout à fait. Donc, c'est ça, Transfiguration, c'est l'idée. C'est un... je me suis beaucoup intéressée à la mise en scène. C'est un peu étrange, là, mais à cause de Peter Gabriel. Puis Secret World, qui était un show qui était mis en scène par Robert Lepage. Oui. J'ai écouté plusieurs fois en DVD parce que j'étais un petit peu trop petite quand c'est sorti. Puis c'est l'idée d'offrir un écran visuel à la musique qu'on écoute. Je pense pas que ce soit essentiel, cela dit. Puis c'est pas non plus une action qui est faite pour attirer des nouveaux publics, c'est juste de donner une proposition qui est différente puis qui est un peu plus ancrée dans notre ère, parce que ça se fait beaucoup dans d'autres genres, tu sais, d'avoir un show au Centre Bell, c'est autant ce que tu entends, mais quasiment plus ce que tu vois. C'est souvent plus que ce que tu vois. Oui, parce que le son au Centre Bell, on s'entend. Ah oui. Mais tu sais, l'idée, c'est... On voulait pas plaquer quelque chose sur la musique ou, tu sais... on voulait pas que ça devienne un show visuel, mais on voulait accompagner les gens dans ce qu'ils écoutent. Okay. Puis, on joue quand même des affaires... il y a des trucs plus accessibles, mais tu sais, on va quand même loin. On commence avec une pièce de François Vallière qui s'appelle Double monologue. Puis, mais en offrant un support visuel qui est vraiment issu de qu'est-ce qui est dans notre tête ou qu'est-ce que les pièces disent. Il y en a qui sont plus descriptives, comme Close for Couloir de Caroline Lisotte. Mais on accompagne les gens dans leur expérience musicale. On voulait que ça puisse plaire autant au public de la musique classique qu'aux personnes qui découvrent ça, par exemple. C'est de pas faire de compromis. Oui, on est amplifié, mais on a fait vraiment une recherche pour trouver des micros qui vont... subtils, exact, qui vont pas exagérés. Oui, c'est ça. Fait que c'est vraiment un concert de musique classique. Il n'y a pas de crossover. C'est vraiment l'expérience du concert de musique classique, mais avec un plus-value visuelle. Puis, puis c'est intéressant comme musicien à faire aussi comme expérience parce que ça nous sort un peu de notre zone de confort. On ne voit pas toujours notre instrument super bien. Il faut faire quelques sacrifices. Là, tu sais quoi? C'est comme quand tu commences à jouer avec un click track des fois sur certains aspects techniques là, qui sont plus associés à la musique pop qu'à la musique classique. Là, ça, nous autres, comme expérience, on trouve ça nourrissant, mais ça nous aide aussi à connecter avec notre public d'une manière différente. Et là, ça, vous allez faire un peu de tournée avec ça? Oui, en fait, on avait prévu de tourner pour à peu près 5 ans. Donc là, on se concentre surtout sur le Québec. On fera notre première sortie du Québec en juin. On va à Niagara. Fait que là, en ce moment, on explore les possibilités. C'est un spectacle qu'on voulait justement à envergure internationale parce que c'est quelque chose qui parle à beaucoup qui est facile à transporter aussi ou... Ben, c'est relatif, là. C'est sûr que juste d'amener son instrument, c'est toujours plus facile, mais oui, on l'a pensé démontable. Démontable. Exact. Souvent, là-dedans, c'est ça, c'est un peu compliqué. Faut essayer de trouver une façon que ce soit rentable un peu. Écoute, je pense qu'on va se diriger vers la prescription. Yes, super. Valérie, je suis curieux d'entendre. Je sais que t'es ouverte à toutes sortes de trucs, alors j'ose j'ose espérer que tu vas me faire découvrir des trucs incroyables. Ben oui, puis là, on était super sérieux pendant toute l'entrevue, puis mais tu connais mon côté qui aime rire aussi. Fait que là, j'ai comme 2 sections. J'ai une section sérieuse, puis une section de niaiserie aussi. OK. Fait qu'on peut aller juste dans le sérieux si tu veux. Allons dans le sérieux, puis on finit avec niaiserie. C'est bon. Je suis allée avec Nanette de Anna Gatsby. Est-ce que tu connais un peu Anna Gatsby, qui est une stand-up comédienne australienne? Que 2 shows d'ailleurs. Il y a Nanette, puis il y en a un autre aussi qui est sorti il n'y a pas si longtemps. OK. Tu vois, ça, je ne savais pas. Moi, c'est un show qui a été super important dans ma vie, qu'un de mes amis m'a fait écouter, puis que j'ai réécouté à quelques occasions parce que je trouve qu'il y a des choses
super importantes qui sont dites là-dedans. Puis on a parlé beaucoup justement de... oui, on peut rire puis être diverti, mais même l'humour, c'est pas obligé d'être juste ça, tu sais. Puis son stand-up, je trouve, est super engagé. Elle parle, de misogynie, elle parle d'homophobie, de surtout. son histoire aussi. Hein? De son histoire par rapport à ça. Puis un autre aspect vraiment intéressant, c'est de détacher... la fameuse réputation des artistes. Est-ce qu'on devrait continuer à suivre un artiste qui a, par exemple, fait du harcèlement? Donc, ça amène une réflexion de l'intérieur que je trouve vraiment intéressante, touchante, puis importante. Puis ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Donc, elle a un fort accent australien, donc pour ceux qui sont moins habitués, je conseille les sous-titres. On était venu le faire à Montréal, ce show-là, juste pour rire. Ah ouais, génial. Ouais. Génial. Puis, deuxième truc, c'est, là, je vais aller en musique classique un petit peu. C'est le projet Histoire de guitare de David Jacques sur Atma, que j'aime beaucoup. Puis là, c'est très drôle parce qu'en 2020, il y a eu 14 histoires de guitare. Là, en 2021, il y a eu 15 histoires de guitare. Fait que là, j'ai comme, là, il est où le 16 histoires de guitare en 2022? Puis apparemment qu'il existe, mais il n'est juste pas sorti encore. Fait que c'est ça. David joue sur des guitares historiques. Il y a une grande collection d'instruments. Puis, moi, la guitare classique, j'ai toujours adoré ça. Mon papa jouait de ça, donc ça a une fibre émotive pour moi. Mais je trouve que c'est une belle manière de découvrir ça. Quand même expliquer que David Jacques, il chasse la guitare. Là. Il trouve des guitares un peu partout qu'il prend, après qu'il refait retaper, qu'il revend. Il y a comme une espèce de gros circuit de ça, mais ce qui lui donne accès finalement à des superbes instruments. T'sais. Exact. Et dans lesquels justement il peut enregistrer. Donc lui, les couleurs, les timbres de la guitare, c'est quand même un phénomène assez unique qu'il a créé avec tout ça, là, David Jacques. Si vous aimez la guitare ou même si vous ne connaissez pas vraiment ça, c'est l'endroit où aller. Oui. Puis tu sais, justement, voilà un projet important, tu sais, qui a une valeur importante, tu sais, qui artistique et historique aussi. Là, oui, c'est ça. Donc, voilà, je salue son audace. Puis là, je suis allée dans quelque chose de beaucoup plus mainstream, mais quand même le disque New Blood de Peter Gabriel, qui était aussi un show. Bon, parce que Peter Gabriel, c'est un de mes artistes préférés. Vraiment, j'aime tout ce qu'il fait. Okay. Mais je trouve que... parce que, on a parlé de pop, musique symphonique. Est-ce que, le mariage des deux mondes attire du monde, qui vont aller vers des concerts pop, vers la musique classique. Je trouve que pour New Blood, particulièrement, les pièces ont été comme carrément réinventées. On a un éclairage complètement différent. Puis s'il y a un projet où est-ce que le pop invite la musique classique qui pourrait faire un lien entre les deux mondes, c'est peut-être celui-là. Okay. Il y a un solo de basson vraiment magnifique au début d'une pièce. Puis le show a été aussi enregistré en captation vidéo. Okay. Puis, je connais vraiment pas beaucoup son univers. C'est vrai? Vraiment, les gros hits, là, mais je me suis jamais vraiment tapé un album complet de Peter Gabriel. Wow. Donc, OK, c'est noté. Mon Dieu, il y a tellement de choses. Puis non, les shows aussi. Oui. Puis je trouve que c'est un artiste, justement, qui est très ouvert. En fait, quelqu'un qui me fait penser un peu à ça ici au Québec, c'est Pierre Lapointe, qui va aller explorer puis qui va oser... malgré son niveau très mainstream, accessible, va oser des projets un petit peu plus spicy. Si vraiment, oui, carrément. Carrément. Oui, c'est ça. Ouais. Peter, pour moi, c'est ça. Cool. Fait que voilà pour les sérieux. OK. Puis, je pensais que c'était ça qui était pas sérieux. Non. Non, attends, je vais vraiment aller dans quelque chose de beaucoup moins sérieux après. OK. Là, j'ai comme 5 affaires que je propose. OK. La toune de Top Gun. La toune. La toune, le anthem de Top Gun. Encore aujourd'hui? Tabarouette. Moi, là, j'écoute ça souvent dans le char avec ma fille. Top Gun, de nouveau? Non, je l'ai pas vu. OK, nomination, ça score. Mais c'est-tu vraiment bon? Je te laisse découvrir. OK. C'est ça. En fait, je vais pas me casser. Je l'ai vu au cinéma, puis c'était vraiment étourdissant. Là. Puis moi, en plus, j'ai le vertige. Puis tout, c'était un peu intense, IMAX et tout. Ouais, c'est quand même... C'est un film, c'est Top Gun. Je veux dire, on va pour de l'action et tout ça. Ouais. Puis Tom Cruise est toujours super en forme. Puis c'est quand même le fun. Si t'as aimé le 1, tu vas beaucoup aimer le 2. OK. Bon, écoute. Mais on dirait qu'il y avait quand même quelque chose de sacré pour moi autour de Top Gun. OK. Parfait. Hey, la toune est super bonne. Toune de Top Gun. Écoute, il y a
l'album Clone de Claude Dubois. Lequel? Clone, qui est un album assez récent. OK. Ça, je l'ai pas écouté. Claude est comme plus vraiment sur les... il est pas sur Spotify puis tout. Non. Comme par choix, qui est un choix que je salue quand même les artistes, mais qui est un choix risqué aussi. Puis, écoute, il y a des chansons absolument incroyables là-dessus, dont une tune qui s'appelle L'amoureuse d'une amoureuse. Je t'ai mis un petit extrait des paroles, si ça t'intéresse. Vas-y donc. L'amour frappe en ville, ramasse tes guenilles, tu gardes ta vie, change les petits, ramasse les pipis. OK. Écoute, on va là. Fait que je la recommande à tout le monde. Ça te coûte comme 1,70$, quelque chose de même, la tune. Fait que s'il y en a une que vous téléchargez, c'est celle-là. Vous allez écouter en boucle, comme moi. Excellent. Ah oui, la toune Fafoune sur le disque Jardin d'images d'Alain Lefebvre. T'as-tu déjà écouté ça? Non. C'est malade. Fafoune. Fafoune. OK. C'est le chat d'Alain Lefebvre. OK. Fait qu'au début de la toune, moi, ça m'avait marqué parce que mon premier disque que j'ai fait à l'époque chez Analecta, le gars qui travaillait là à l'époque revenait d'essayer d'enregistrer le chat d'Alain le matin, puis que ça avait comme vraiment pas marché. Il avait passé comme plusieurs heures à essayer... Pour pas prendre les miaulements? Ouais. OK. Puis là, finalement, c'est comme des miaulements synthétiques. OK. Puis là, au début de la toune, t'entends le chat miauler. Puis là, il y a Christine Brouillette, l'autrice. Qui siffle? Qui siffle. Moi, j'ai entendu parler de ça. Voilà. Ouais. Qui fait l'oiseau, là. Exact. C'est excellent. Ensuite, écoute... André Rieu s'en vient à Montréal, puis à Québec bientôt. Moi, là, je trippe sur André Rieu, vraiment fort. Là, il faut comprendre qu'il y a plusieurs degrés, OK? Ah ouais. Mais moi, j'ai comme un respect pour le fait que ce gars-là, il a trouvé son public, mettons. Puis il a parti comme son projet, puis tu sais, il a créé il a créé son marché, mettons. Ah oui, clairement. Puis, tu sais... Écoute, c'est vraiment rare qu'un musicien classique va dire « Moi, je trippe sur André Rieu ». Moi, je trippe sur les shows d'André Rieu. C'est intense. Écoute, puis s'il y en a un extrait qu'il faut que vous voyez sur YouTube, c'est « Conquest of Paradise » d'Evangelist. Il y a du feu, man. Il y a comme la pyrotechnie. Je l'ai vu. C'est incroyable. Je l'ai vu parce que, aveu, j'adore me faire des pédicures une fois de temps en temps. Ah oui? Ouais. Je m'attendais pas Mais attention, parce que mes pieds sont... horrible. OK. J'ai des orteils. Écoute, n'importe qui s'est occupé de mes pieds en pédicure doit être... Je vois les découragements. Là. Okay. Ils voient la chose, puis ils sont comme, oh mon Dieu. Puis j'aime ça, je sais pas, j'aime ça avoir le pied doux. OK. C'est le fun. Je comprends. Et quand tu vas dans ces endroits-là, ben c'est ça, il y a des chaises massantes électriques, tout ça, et il y a toujours un écran avec des choses qui n'ont pas de bon sens, dont André Rieu. Yes. Et c'est là que j'ai eu la chance de voir cet univers-là. Mais c'est incroyable. Moi, ça me fascine. Il y a pyrotechnie, il y a du feu, il y a des costumes qui n'ont pas de bon sens, puis et une foule en délire. Oui, mais c'est sûr aussi que c'est beaucoup travaillé. Là, ils vont filmer la madame qui pleure là, souvent. Mais les gens ont vraiment... Généralement, les gens ont beaucoup de... les gens ont du plaisir. Puis là, il vient bientôt à Montréal. Il vient le 22 septembre au Centre Bell, je le sais. Là, je watch ça solide. Okay. Mais en fait, tu sais, moi, c'est toujours ça qui me fascine parce que j'ai une compagnie de production, en fait. Tu sais, mes shows comme Transfiguration, c'est moi qui ai produit. Fait que je suis très au courant de comment coûtent les affaires. Ouais. Fait que quand je vois des shows où est-ce qu'il y a beaucoup d'éléments de scénographie, mettons, mais là, je me mets à calculer, OK, ça va coûter ça en cachet. Puis là, moi, je suis comme super impressionnée. Ah ouais, mais les billets vont avec justement avec... Ah ouais, mais c'est pas si pire. C'est non? pas si pire. Tu peux y aller comme pour 160$, mettons. Oh my God! C'est vraiment pas si pire. Attends, non, mais tu sais, le déploiement de ce show-là, c'est fou. Tu sais, eux autres, ils arrivent comme avec des trocs, là. C'est beaucoup de trocs, de stock. Tu sais, j'aimerais ça m'amener juste aller au Centre Bell voir une déload, là, puis un montage de shows qu'ils font là-bas, là. Ça doit être absolument incroyable. T'en as fait des shows de même au Centre Bell avec des artistes connus? Non. T'as jamais fait ça? Non, j'ai jamais fait ça. Non. Oh my! Mais ça m'impressionne beaucoup. Tu sais, la logistique de ça, toute l'équipe qu'il faut qu'ils pensent à, tu sais, mettons, Transfiguration, on a un camion 16 pieds, là. Ouais. Puis, je trouve que c'est beaucoup de logistique, là. Fait que, tu sais, je pense à Madonna qui a comme 32 pieds, là, mettons. Non, ça n'a pas de bon sens. Ouais, c'est incroyable. Moi, ça me fascine beaucoup. Puis, je l'écoute, tu sais, c'est sûr qu'il y a un certain aspect de décision, mais j'ai quand même vraiment un profond respect. Vraiment parce que lui...
il a trouvé son public, il a trouvé ce qu'il voulait faire, il Puis fait ce qu'il veut. Ouais. Tu sais, un peu comme, mettons, Richard Abel a fait. Oui, vraiment. Moins, mais moi, je me souviens encore, quand j'étais jeune, avant d'aller à l'école, j'écoutais toujours Salut, bonjour à la télé, puis c'était toujours le segment, juste avant de partir le segment art et spectacle, puis il était venu parler une entrevue en français, André Rieu, puis il expliquait son truc, puis il expliquait que simplement, il fait des grosses études, il y a aussi quelques compétitions, ça n'avait pas vraiment marché. Non, mais il joue, le gars, là. Mais tu sais, il dit j'aime jouer du violon. Bon, tu sais, puis j'aime ça que le monde trippe. Un peu comme Hauser, un peu comme les violoncellistes Hauser. T'sais. Donc, il y a des gens de même qui... Duquel on est fasciné. Oui, mais tu sais, il y a des gens qui décident un jour qu'ils veulent que ça soit populaire, puis ils assument toutes leurs actions, puis c'est quand même moi, super cool. J'ai aucun problème avec ça quand, justement, ils se créent leur propre truc, tu sais, puis ils développent leur propre projet, tu sais. Exactement. Fait que, puis tu sais, André Rieu, il est là depuis longtemps. Mais ça, c'est ce qu'il fait. Moi, j'aime tout son matériel promotionnel, tous ces trucs, là, je tripe. Cool. Puis mon dernier truc, c'est Martin Carpentier, que tu connais, clarinettiste, qui m'a fait découvrir ça. Christian Morin, un clarinettiste français qui est en fait un homme de télé. Genre là-bas, il est assez connu. Il se dit homme de radio et de télévision et acteur français. Mais il y a tout est excellent à propos de son disque. En fait, il a comme percé un peu au Québec avec un disque qui s'appelait Les plus belles mélodies d'amour à la clarinette. Puis là, écoute, I Will Always Love You, When I Fall in Love. Puis c'est le son le plus cheesy de clarinette que tu peux avoir de ta vie. Hein. Puis il y a un clip qui s'appelle Aquarella sur YouTube. Puis là, t'as tous les clichés que tu veux en musique classique cheesy. Là. C'est absolument délectable. Ouais, c'est ça. Moi, j'aime ça écouter ça de temps en temps pour me détendre. Excellent. Voilà. Quand on se pose trop de questions sur la carrière là, et qu'on se demande comment est-ce qu'on peut tout changer, on écoute un petit peu de clarinette. En écoutant un peu de Christian Morin. Christian Morin que je connais pas. C'est excellent. Tu vas aimer, Frédéric. Écoute, merci beaucoup. C'était super la fin de te voir. Puis bonne continuité avec tous les concerts et à bientôt. Merci à toi aussi. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chemy, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.